soir, le 1er février 1996, après une forte mobilisation internationale, Jacques Chirac met fin aux essais nucléaires français. Un point final, pense-t-on, à 46 ans d'expérimentation menée dans le sud algérien et à Mururoa, en Polynésie française. Mais l'histoire ressurgit quelques années plus tard, par la petite porte cette fois. Il y a un an, plusieurs vétérans, militaires ou civils, décident de porter plainte. Ils ont participé aux essais, sont atteints de cancer, de leucémie, et ils sont persuadés que leur exposition aux radiations est à l'origine de leur maladie. Quel poids ont ces destins individuels face à la raison d'État? Ces hommes qui ont contribué à l'émergence de la puissance atomique française semblent bien seuls aujourd'hui. Ils ont pourtant permis à la France de retrouver sa place à la table des grandes nations. Pour bien comprendre leur histoire, il faut revenir 60 ans en arrière, dans un monde déchiré par la Seconde Guerre mondiale. La bombe lâchée par les Américains sur Hiroshima apparaît alors comme l'arme absolue. Dans le ciel de France, au début de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements allemands enfoncent le pays dans les décombres et la poussière. L'exode et surtout l'occupation sonnent le glas de l'indépendance nationale pour 4 ans. En 1940, pourtant, la France est l'une des principales puissances mondiales. Son empire colonial s'étend sur la moitié de l'Afrique, le quart de l'Asie et le Proche-Orient. En février 1945, à la conférence de Yalta, les vainqueurs du joug nazi se partagent les nouvelles frontières de l'Europe. Il y a là Winston Churchill, l'anglais, Staline, le soviétique, et l'américain Roosevelt. Un grand absent, la France. Désormais, la direction des affaires du monde a franchi l'Atlantique. Car une invention terrifiante va offrir à l'Amérique une hégémonie sans égale. Une invention terrifiante élaborée dans le plus grand secret. Juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique à Los Alamos. La première bombe atomique de l'histoire explose. Quelques semaines plus tard, la deuxième permettra d'arrêter la guerre. Le 6 août 1945, en effet, le bombardier Enola Gay s'approche d'Hiroshima. Sans hésitation, le pilote Paul Tibbets va larguer la bombe. 70 000 habitants vont disparaître en une fraction de seconde. La ville est réduite en cendres. Le Japon signe sa reddition. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France, elle, pense ses plaies. Dans un monde totalement transformé, le pays se lance dans la reconstruction. Le gouvernement d'après-guerre prend conscience de l'importance de la bombe. Dès 1945, les premiers programmes de recherche nucléaire sont décidés. À la fin des années 40, la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique dégénère en crise ouverte. Staline veut la bombe à tout prix et il l'obtient en septembre 1949. C'est le début de la guerre froide. Quelle que soit l'issue de la lutte, les hommes qui se battent dans l'enfer de Dien Bien Phu auront donné au monde une extraordinaire leçon d'héroïsme. La France, vieille puissance coloniale, est prise à son tour dans les tourmentes de la guerre froide. Premier accroc, l'Indochine. Les combattants communistes du Viet Cong font vaciller l'armée. Le 20 juillet 1954, le président du Conseil, Pierre Mendès France, éteint un premier incendie en signant les accords de Genève. C'est la fin de la guerre d'Indochine. Le président Mendès France atteint le but qu'il s'était fixé, cesser le feu en Indochine. Mais le feu se rallume en Algérie cette fois. Attentats, meurtres de familles entières et répression s'enchaînent dans un cycle infernal. Après la perte de l'Indochine, c'est un nouveau pan de l'empire colonial qui s'effondre. Pierre Mendès France en prend brutalement conscience. Fin 1954, il convoque en urgence un conseil des ministres extraordinaire, avec une question: faut-il la bombe pour restaurer le rang de la France? Un ingénieur spécialiste de l'atome militaire était présent à cette réunion capitale. Et puis la réunion durait quelques 3 heures.
Tout le monde s'est exprimé très librement. Et quand c'était fini, Mendès France a dit, bien, j'ai pris ma décision. Il faut que la France ait la bombe. Un pays de nos jours, sans l'arme atomique, n'est rien dans les discussions internationales, et même dans celles qui pourraient aboutir au désarmement. Mendès France a vu juste. Et deux événements majeurs vont bientôt conforter la France dans sa volonté d'obtenir l'arme nucléaire. D'abord, l'avance prise par les soviétiques. En 1955, ils font exploser la plus forte charge de tous les temps, 3000 fois la puissance d'Hiroshima. Et ils le font savoir, film de propagande à l'appui. Deuxième alerte, juillet 1956. Le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. L'approvisionnement en pétrole des Français et des Britanniques est menacé. Mais l'offensive militaire des deux alliés tourne court. Sous la pression internationale, le corps expéditionnaire franco-anglais est contraint de se retirer. La guerre de Suez a donné l'occasion à Khrouchtchev, qui dirigeait l'Union soviétique à ce moment-là, de brandir la menace d'emploi des armes nucléaires contre l'Angleterre et la France. Et une décision a été prise à la fin de 1956 de faire une première explosion nucléaire. C'est donc bien le chantage atomique des soviétiques qui conduit la France à battre en retraite. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. La conception de la première bombe française, elle, est quasiment achevée. L'un des premiers gestes du nouveau chef d'État, c'est de montrer son attachement à l'effort nucléaire. Sur ces images réalisées par le commissariat à l'énergie atomique, le général de Gaulle s'enthousiasme devant les dernières mises au point de la bombe française. Dès novembre 1959, il peut alors lui donner sa dimension diplomatique. La France ne consent pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. D'ailleurs, quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. Dans un fort perdu de la région parisienne, secrètement conservé, voici la sœur jumelle de la première bombe atomique française, Gerboise bleue. Nous sommes au début de l'année 1960. Dans quelques semaines, son explosion va permettre à la France de retrouver son rang dans le concert des grandes nations. Pour éclairer ce contexte historique, qui mieux que Pierre Messmer pouvait vraiment nous retracer ce qu'a été l'aventure de l'arme atomique française. Bonsoir et merci vraiment d'être sur notre plateau ce soir. Vous étiez ministre des Armées du général de Gaulle. Vous nous confirmez que le général a très vite compris l'intérêt de la bombe atomique et surtout ce qu'elle pouvait changer à la logique de guerre qui prévalait jusqu'alors. Le général m'a nommé ministre des Armées quelques jours avant l'explosion de Gerboise bleue à Reagan. Par conséquent, en effet, je suis devenu ministre des Armées au moment où la question est devenue ouverte et publique. Le général de Gaulle, on l'a dit, est un stratège et il comprend tout de suite que désormais, en matière de force militaire, il n'y aura plus que deux catégories de nations, celles qui disposent de l'arme atomique et celles qui ne l'ont pas. Et paradoxalement, d'ailleurs, il dit aussi que c'est très utile pour le désarmement. Oui, parce que c'est un moyen de faire pression sur les autres. Si vous n'avez rien à offrir non plus pour le désarmement.
si vous ne faites pas d'armes atomiques, on ne vous proposera même pas de participer à des discussions sur le désarmement. Si vous en avez, on est obligé de s'adresser à vous. Alors ce qui est intéressant dans ce rappel historique, et ce qu'on sait moins, c'est que c'est Pierre Mendès France qui prend cette décision, qui donne le feu vert définitif à la bombe. En fait, est-ce que vous nous confirmez qu'il y avait un vrai consensus politique sur le fait que la France est la bombe? Il y avait, sous la 4e République, une volonté exprimée par Mendès France, mais qui est partagée par d'autres également, de faire de la France une puissance nucléaire. Mais pour des raisons politiques, personne n'osait le dire ouvertement. Ce qui change quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, c'est que lui le dit. Il dit « la France doit devenir une puissance nucléaire ». C'est ce qui a tout changé. Alors à partir de ce moment-là, il y a eu en effet des prises de position politiques plus ou moins favorables. Ce qu'on comprend un petit peu aussi dans ce document, c'est que la France est très en retard sur l'arme atomique par rapport aux Américains, bien sûr, par rapport aux Russes, par rapport aux Anglais. Bien entendu. Nous sommes très en retard parce que les Américains sont les premiers dès 1945 et nous avons commencé 10 ans plus tard. Et alors très franchement, Pierre Messmer, aujourd'hui, avec le recul que vous avez, 60 ans après la guerre, est-ce que vous ne pensez pas justement que ce retard a pu entraîner une certaine précipitation dans la mise en place des tout premiers essais de la bombe? Oh non, ça je ne le crois pas. Ce travail a été fait très très sérieusement et il n'y a eu aucune précipitation. Le général de Gaulle était assez impatient, c'est tout à fait vrai. Il était impatient que les choses se réalisent, mais il n'y a pas eu de précipitation. J'ai plusieurs fois vu les techniciens ou les militaires qui avaient la responsabilité des tirs faire comprendre au général de Gaulle qu'il fallait attendre un petit peu. Mais en tout cas, les Américains, les Anglais ou les Russes ne nous ont jamais aidés, donc on était un peu isolés. Ah mais les Américains n'avaient pas le droit. Il y a une loi qui s'appelle la loi Back-Paon, qui est du nom du sénateur qui en est l'auteur, qui interdit absolument à tout Américain de communiquer quelque renseignement que ce soit sur l'armement nucléaire à l'étranger. C'est un crime. Alors Pierre Messmer, vous restez avec nous. Nous partons dans le sud algérien. Nous sommes en 1960. L'explosion de la première bombe atomique française va avoir lieu. Son nom de code, on l'a entendu, Gerboise bleue. Officiellement, ce jour-là, tout s'est bien passé. Les expérimentations vont donc se multiplier. Mais près de 45 ans plus tard, les vétérans parlent et c'est un coin du voile qui se lève sur le secret défense. Dans le blocos de l'état-major de la direction des applications militaires, quelques secondes avant leur H. Voici la première bombe atomique française, nom de code Gerboise bleue. La presse de l'époque crie victoire. Seule, avec ses seuls moyens, la France a fabriqué sa bombe. D'autant que les retombées radioactives sont emportées au loin par le sirocco saharien. C'est aussi ce qu'on affirme à une équipe de télévision présente à Reagan au moment du tir Gerboise bleue. La base atomique de Reagan est une ville nouvelle, construite en plein désert. Dans ses bâtiments, des militaires. Le commandant de la base atomique habite ici avec femme et enfants. Vous vivez avec vos enfants, donc pour vous, il n'y a pas de notion de danger? Ah non, il n'y a pas du tout de danger. Et mon mari, justement, avait tenu à ce que nous soyons là au moment de l'explosion pour bien prouver qu'il n'y avait aucun danger. L'histoire que nous allons vous raconter contredit l'assurance tranquille de la version officielle. Ces hommes qui embarquent partent pour la guerre d'Algérie. Une partie d'entre eux est dirigée vers la base atomique de Reagan, 24 000 hommes au total. Leur témoignage nous révèle la face cachée de cette histoire. Celui de Gérard Delac, par exemple, il a 20 ans en 1960, affectation, les armes spéciales. Qu'est-ce que ça voulait dire, les armes spéciales? Les armes spéciales, c'était pour les essais atomiques. Et vous le saviez que vous alliez pour la bombe? Oui, on le savait, mais personne ne nous avait dit « Faites attention, ça va être dangereux, et ici et là ». Le destin de Gérard Delac bascule le 13 février 60. Quelques heures après le tir, il reçoit l'ordre d'accompagner un officier sur l'épicentre. Et ce gars-là, il m'a mené au point zéro.
Au point zéro, là où avait explosé la bombe. Où avait explosé la bombe. Et pourquoi faire? Parce que ce monsieur-là, il n'avait pas pu planter le drapeau français en Indochine, il voulait le planter au Sahara. On est descendu dans le trou de la bombe, et le sable, il était comme du verre. Sur ces temps de fête, il y a un hélicoptère qui passait avec un haut-parleur, nous disant qu'on était en zone contaminée, qu'il fallait évacuer. Alors on a été à la décontamination, et là, en passant la douche, chaque fois, il passait le compteur Gégère, et il me trouvait de la radioactivité dans les cheveux. Au bout de 24 heures, ils ont eu peut-être marre, ils m'ont renvoyé au cantonnement, sans passer ni à l'infirmerie, ni à l'hôpital, pour savoir s'il y avait des suites. Gérard Delac, classe 58, souffre aujourd'hui d'un cancer de la peau. J'ai eu 12 opérations de la face. Mais là, il y a 3 jours, je me suis fait rebrûler les peaux. Il faut que je retourne en 3 semaines. Et si ça ne va pas, on me repérera. Le certificat médical établi par l'armée le 27 mai 1998 est formel. Le cancer de Gérard Delac n'est pas imputable au service. Matériel militaire. Voici le compte-rendu filmé du 2e essai nucléaire français, nom de code Gerboise Blanche. Un mois et demi après l'explosion de la première bombe atomique française, les techniciens se sont à nouveau retrouvés autour du général Ayret. Dans son PC de Reagan, il devait assister à une nouvelle expérience nucléaire. Il est 6h15 ce 1er avril. Et c'est le 2e champignon atomique de Reagan. Mais les actualités de l'époque ne nous parlent pas de l'opération Hippocampe, décidée par l'état-major à l'occasion du 4e tir français. Elles ne font pas allusion non plus à ces pilotes de chars Patton envoyés sur le point zéro un quart d'heure après l'explosion. Un quart d'heure après l'explosion, on nous a donné l'ordre de départ. Direction le point zéro. Et nous avons manœuvré sur le point zéro pendant je ne sais combien de temps, pendant 1 heure, 2 heures, peut-être plus. On n'avait plus la notion du temps exactement. Manœuvrer partout, il y avait la radioactivité. Pourquoi faire? Pour faire quoi? Aujourd'hui, Jean-Paul Chesseron est très gravement malade. Le ministre de la Défense de l'époque nie avoir sciemment exposé ses soldats à la radioactivité. Est-ce que le but de certains de ces essais, c'était aussi de tester un peu la résistance de l'homme? Oh, bien sûr que non, ce serait criminel. Ce serait criminel de faire cela. Et nous n'étions pas des criminels. Le général Gallois était alors membre de l'état-major de l'OTAN. Il reconnaît que des troupes françaises ont manœuvré sur le point zéro comme les Américains l'avaient fait avant nous. Et il nous le montre à l'aide de cette carte d'un polygone de tir américain. Et puis tout autour, à des distances bien repérées, des éléments cobayes destinés à être détruits, de manière à savoir quelle était l'ampleur des destructions compte tenu de distance. Quand les essais nucléaires français ont eu lieu, c'était le même principe. On a essayé de faire manœuvrer des troupes en ambiance radioactive. Oui, bien sûr. Je pense que nous avions le sentiment à cette époque que nous ne risquions rien. Vraiment, le nucléaire était devenu relativement familier, on le côtoyait. On se baladait le champ d'expérimentation avant, après, simplement si ça crépitait, on faisait demi-tour, mais c'était devenu quelque chose de familier. Par conséquent, on ne le redoutait pas. La France, donc, aurait bel et bien fait manœuvrer des troupes en ambiance nucléaire lors du dernier tir atmosphérique saharien Gerboise Verte. Un fantassin témoigne. Au moment que ça a explosé, elle est sortie de la tranchée. Et là, nous avons vu le champignon, bien sûr, qui se formait, enfin, qui était déjà bien formé. Et nous avons avancé à pied jusque le lieu de l'explosion. Ça, c'était un ordre que vous aviez? Ah oui, ça, on avait l'ordre. À quoi ont bien pu servir ces manœuvres décidées par l'état-major? S'agissait-il de tester la résistance des hommes dans l'éventualité où la France se trouverait engagée dans une guerre atomique? Le 1er mai 1962, la 7e bombe atomique française s'appelle Berry.
poursuivant la réalisation de son programme atomique, la France a procédé le 1er mai à une explosion nucléaire souterraine dans le Hogar, à une centaine de kilomètres au nord de Tamanrasset. L'expérience Beryl est une charge atomique de 30 kilotonnes placée au fond de cette galerie. Selon les archives de l'époque, tout s'est bien passé. Et d'exclure les risques de retombées radioactives. Et voici leur H, 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. En fait, il y eut ce jour-là un terrible accident classé secret défense pendant plus de 20 ans. Mais 2 atomistes français nous ont transmis un enregistrement sonore de l'accident du 1er mai 1962. Ce document inédit témoigne de la panique qui saisit la base. Ici Corpechot qui vous parle du ECP. Il est actuellement 10h47. Un hélicoptère est en train de faire le tour de la montagne. Pour l'instant, il passe sur la droite de la montagne, d'où nous le voyons. Les caméras sont parties. 4, 3, 2, 1. De l'autre côté du champ de tir, une patrouille française prend ses photos. Formidable. On voit la propagation. Et regardez en bas. Oui, ça y est. Ça c'est mauvais. Oh, ça débouche. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Allez, rentrez dans les cabines. Allez dans les cabines. Le nuage noir qui débouche à droite sur la photo est chargé de poussière radioactive. Sur la base, c'est la panique. Le nuage passe sur la tribune officielle et se dirige maintenant vers le photographe et ses camarades impuissants. Vous êtes resté sur place avec le nuage radioactif qui arrivait sur vous? Tout à fait, oui. Alors on avait les compteurs Gégère, un compteur Gégère, notre compteur, lui, plus ça allait, plus il crachait, plus il crépitait, quoi. Plus il enregistrait de radioactivité, puis on a bien vu que, une fois on était recouvert par le nuage, là, puis c'est de là qu'on a eu cette petite pluie de choses comme des petits grains de sable, on pensait au départ, mais en fait c'était des choses sûrement radioactives qui sont tombées sur nous. Et on a même vu un hélicoptère passer là-dedans, en plus. Et donc l'hélicoptère, moi je suis sûr qu'ils nous ont vus. Hein. Alors est-ce que c'est eux qu'on dit après qu'il y avait des gars qui étaient en bas? On ne sait pas, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais vous n'avez pas eu l'idée de vous enfuir en voyant ce nuage radioactif venir sur vous? Non, on a voulu respecter les ordres qu'on avait, quoi. Après avoir passé 3 heures dans le nuage radioactif, Michel de Soubray et la patrouille rentrent à la base. Mais alors, quelles ont été les mesures de décontamination? La douche. La douche. On est passé à la douche. Moi, je sais que j'avais 2 gars qui me lavaient, qui me frottaient. Les gars étaient en combinaison, avec masque à gaz aussi, eux. Et moi, j'ai jamais vu leur visage. Hein. Et ils nous passaient des espèces de lessive ou je sais pas quoi, peut-être spécial, peut-être pas, pour pouvoir enlever les particules radioactives qu'il y avait sur nous. Hein. Et puis ça a duré plusieurs heures, à tel point que, il y avait des endroits, je peux dire que ils arrivaient presque au sang, c'est le cas de le dire. Alors on en a eu marre, et puis on a demandé de laisser tomber, de nous laisser tranquille pour pouvoir aller se reposer un peu, parce que la journée avait été quand même très 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 dure. Et le soir, on ne savait pas le lendemain comment on se réveillerait, rien du tout. Hein. Michel de Soubray et ses camarades de patrouille ont depuis officiellement été reconnus comme ayant été irradiés dans le cadre du service. L'aviateur Jacques Muller peine en revanche pour faire reconnaître ses droits. Il estime avoir été irradié le 2 mai 1962, le lendemain de l'accident. On lui donne l'ordre de voler jusqu'au point zéro et de s'y poser, en compagnie d'un scientifique. Le spectacle qu'il observe là-haut, lui a-t-il brûlé les yeux? Ça avait fondu. C'était un énorme glacis. La roche avait fondu comme... ça brillait comme du verre. On regardait ça de loin quand même. On ne s'est pas approché le nez dessus. Hein. On regardait ça de loin. Ça brillait comme un miroir. Ça avait fondu. C'était joli, mais c'était dangereux. La radioactivité qui se dégage du point zéro est-elle à l'origine de sa cécité? Je veux que l'armée reconnaisse mon invalidité due à des irradiations. Bien que diagnostiquée dès 1965 par l'armée, la lésion dégénérative de Jacques Muller n'est pas imputable au service. Ces hommes qui dansent sont filmés par leur patron, un membre du commissariat à l'énergie atomique. Dans le jargon de la base de Reagan, on les appelle les pélos. De la main-d'œuvre bon marché,
employé pour le gros œuvre sur la base atomique et payé à la journée. L'un de leurs chefs s'appelle Bernard Léculé. Le voici le jour de son mariage. Cet adjudant-chef du génie militaire est affecté en 1964 sur la base atomique pour travailler à l'intérieur de la montagne accidentée le 1er mai 62. 30 mois de service. Sa femme, Christine, le retrouve fin 1966 sur le quai de la gare de Sarrebourg, en Moselle. Je n'ai plus retrouvé mon mari. C'était son spectre. C'est pourtant la nuit, on est arrivé vers 7-8 heures du soir. Il était blême, il était transparent, il était... Comme l'atteste ce certificat médical de 1981, Bernard Léculé a subi une irradiation accidentelle. Les médecins militaires le mettent en chambre stérile à l'hôpital Percy. Quand je suis arrivée, j'aperçois mon mari dans une cage, oui, j'emploierai pas un autre mot, une cage vitrée. Bon, et je tâtais pour rentrer, pour l'approcher. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Ah ben non, il n'y avait aucune issue dans cette... Je voulais lui parler, mais le garde du corps m'indique l'interphone. Il y avait un petit comptoir, il y avait un interphone dessus, et nous avons communiqué par interphone. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On a communiqué juste par le regard, il ne pouvait pas parler, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais c'est là-bas que tu as eu ça? Timidement, il me faisait un oui timide de la tête. Mais qu'est-ce que tu as encore fait? Toujours, je ne pensais toujours pas à ces essais atomiques. J'ai dit, mais tu es seule dans ce cas-là? Il me dit, tu sais, moi j'ai travaillé avec les pélos, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Vous saviez à quoi servait cette bulle de verre à l'intérieur duquel... Je pense que c'était une chambre stérile. Et il n'était pas seul, parce que quand j'ai demandé qui est seul, à part ma voisine qui travaillait avec les pélos, il m'a fait signe de regarder à côté. Je les ai comptés, ils étaient 17. Voilà, tous aussi pâles les uns que les autres. Dans le même état que lui, en quelque sorte. Dans le même état. Malade, Bernard Léculé, que l'on voit ici à la fin de sa vie, est retiré du rang. Sa femme est privée de pension. En 1968, elle est convoquée pour un rendez-vous avec le colonel qui dirige le régiment de son mari. Je dis, après tout, c'est le chef direct de mon mari. Peut-être que la solution à mes problèmes se trouve là. Peut-être que lui va me dire comment il faut faire. Pensez-vous, mais pas du tout. Alors, madame... Vous montez dans la voiture et on vous emmène où alors? Au 34e régiment du génie, la dernière affectation de mon mari. Alors, madame, vous êtes allée à l'hôpital Percy? Oui, colonel. Alors, vous savez? Oui, colonel. J'espère, madame, que vous comprenez la gravité de la situation. Je lui réponds, mais qui mieux que moi peut la comprendre? La différence, c'est qu'on ne parlait pas de la même situation. Moi, je parlais de ma situation familiale. Hein? Lui parlait de la situation, la leur. Vous comprenez? Il me dit clairement, presque menaçant, qu'il était dans mon intérêt et celui de ma famille de taire ce qui m'avait été révélé à l'hôpital Percy. Ah bon? Et pourquoi ça? J'y serait-ce une maladie honteuse dont je ne dois pas parler? C'est pas tout à fait ça, madame. Hélas, les essais nucléaires doivent se poursuivre à Moruroa. Et il me dit, tout comme votre mari, il nous faudra des volontaires. Et si on commence à ébruiter, on ne trouvera pas beaucoup de bonhommes. Voilà. Voilà. Il vous a dit? Je le dis, oui. Textuellement? Textuellement, monsieur. J'en ai assez à dire pour ne pas en rajouter. Bernard Léculé décède le 4 janvier 1976. 18 ans plus tard, sa femme découvre avec stupeur qu'il n'a pas droit à la mention mort pour la France. En 98, ma fille aînée a demandé, pour des raisons que j'ignore, peut-être comme ça, pour la mémoire de son père, qu'on lui reconnaisse le titre de mort pour la France. Eh bien, je vais vous dire, il n'a pas le droit à la mention mort pour la France.
Pour qui est-il mort alors? On a fait cocorico après les essais atomiques en disant qu'on faisait partie maintenant des puissances nucléaires. Ça y est, la France aussi. Hein? Et grâce à qui? Grâce à nos maris. Et il n'est pas mort pour la France? Au total, 24 000 hommes ont participé aux 17 essais nucléaires français dans le Sahara entre 1960 et 1966. 9 d'entre eux seulement ont été officiellement reconnus comme ayant été irradiés durant leur service. En 1966, Reagan déménage pour un atoll perdu du Pacifique Sud. Son nom, Mururoa. Pierre Messmer est resté avec nous. Nous accueillons sur ce plateau Marcel Jurien de la Gravière, délégué à la Sûreté nucléaire pour la Défense, Abraham Béard, médecin spécialiste des pathologies du nucléaire, et Christine Léculé, que nous avons vue dans ce reportage et dont le mari est mort d'un cancer. Pierre Messmer, d'abord, comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui, avec le recul, aux plaintes qui ont été déposées par certains vétérans et aux témoignages que nous venons d'entendre? Je dois vous dire d'abord que j'y suis très sensible. Pour une raison très simple, c'est que le 1er mai 1962, j'étais présent au poste de commandement de tir et je suis parmi le groupe de 20 personnes qui a été le plus irradié. Personne n'a été plus irradié que moi. Vous avez vu le nuage arriver sur vous avec les poussières radioactives? Je l'ai vu, et d'une façon beaucoup plus impressionnante que sur le film, qui est un film assez médiocre. D'abord parce que c'est un film en noir et blanc. Ce sont les seules images qui existent de cet accident nucléaire. La réalité... Vous ne les aviez pas vues d'ailleurs. La réalité était beaucoup plus impressionnante que le film. D'abord parce qu'elle était en couleur, la réalité, et puis en plus... Et en particulier, on a vu cette flamme qui sortait comme d'un gigantesque lance-flamme de la montagne, ce qu'on voit très mal sur le film. Et d'autre part, je le répète, tout cela était en couleur et non pas en noir et blanc. Mais ce qui est important, je vous répète, c'est que moi je suis très sensible à cet accident parce que j'étais présent et j'étais très irradié. Je répète, personne... dans aucun accident de tir, n'a été plus irradié que moi. Oui, alors je ne suis pas indifférent, comme vous pouvez le penser. Non, j'imagine. Quand vous entendez justement, aujourd'hui, les témoignages qu'on a entendus dans ce reportage, ces militaires qui se sont retrouvés parfois très très près du point zéro, qu'on a envoyé là-bas, qui parlent aujourd'hui de leur maladie. Vous avez la chance d'être en bonne santé, ça n'est pas leur cas. Comment vous réagissez par rapport à ça? Remarquez comme eux, j'ai été soumis pendant plusieurs semaines à des examens très très précis, en particulier au commissariat à l'énergie atomique. Peut-être d'ailleurs plus vous que... Vous avez peut-être été un peu plus surveillé en tant que ministre des Armées que... J'ai été soumis à peu près au même régime que les autres parce que je n'ai pas été hospitalisé, par exemple, alors qu'un certain nombre de personnes l'ont été. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il est certain que les précautions qui étaient prises, et il y en avait, en particulier, le jour dont je parle, j'étais couvert naturellement d'une combinaison. J'avais, comme les autres, un masque, parce que si j'avais pas eu un masque, je serais mort après avoir traversé le nuage nucléaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très sensible à ces questions-là. Je crois qu'il faut examiner très sérieusement, dossier par dossier, chaque question lorsqu'elle est posée. Alors, on va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette époque de 62. Il y avait un autre ministre, Gaston Palevski, qui était à vos côtés dans le PC de commandement. Lui, il est mort d'un cancer en 1984. Il a lui-même attribué la responsabilité de sa maladie aux radiations. C'est exact. Donc, ça veut dire qu'on peut pas nier qu'il y ait eu l'accident. Il me l'a dit lui-même. Mais je n'ai pas pu le contrôler. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu accident nucléaire ce jour-là. Ah, il était présent lors de cet accident nucléaire, il n'y a aucun doute. Il y a un autre témoignage dans ce document, celui du pilote d'hélicoptère qu'on a vu, Jacques Muller. Il devient, on le voit dans le reportage, aveugle année après année. Il avait, lui, survolé le point zéro. Abraham Béard, vous êtes médecin expert auprès des tribunaux militaires, vous avez défendu son dossier, et vous êtes formel, sa maladie, elle est bien due aux irradiations.
Je suis, plus exactement, j'ai été effectivement commis comme expert, mais pas spécifiquement sur les tribunaux militaires. Oui, le problème est très simple. La loi française, la loi républicaine, a publié dès les années 70 un tableau qui s'appelle les tableaux de maladies radio-induites, et dans lequel, si vous voulez, il est prévu que si on a la maladie qui correspond au tableau et qu'on a la preuve qu'il y a eu avant un accident nucléaire, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire une liaison de présomption d'origine. Oui. Voilà, exactement. C'est la loi... C'est le cas de M. Muller, objectivement. C'est normalement, c'était le cas de M. Muller, puisqu'il a commencé par une cataracte qui est sur la liste des maladies radio-induites. Et pourtant... Malheureusement, ce code de la santé publique, ce code du travail, n'est pas applicable au personnel militaire, du moins ne l'était pas à l'époque. Et le dernier procès qui est récent fait que nous avons été déboutés parce que le tribunal estime qu'il fallait faire la preuve de la présomption d'origine. Or, je dis tout de suite qu'une des raisons qui ont fondé cette loi qui est prévu dans notre code pour protéger les travailleurs exposés, c'est que justement faire la preuve de façon absolument formelle n'est pas scientifiquement possible. C'est quasiment impossible. Et donc la précaution raisonnable est d'utiliser la loi, et c'est ce que j'avais demandé au tribunal, sans succès d'ailleurs. Alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce qu'au travers des témoignages qu'on a entendus, on sent quand même bien, et je me tourne vers vous aussi, Monsieur Messmer, qu'il y a une différence de protection entre les ingénieurs du CEA et les militaires. Oui, il est parfaitement vrai, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai eu des relations difficiles avec le CEA quand j'étais ministre. Il est parfaitement vrai que le personnel du CEA était beaucoup plus attentif à son propre personnel qu'aux militaires. Et comme les militaires étaient la majorité, eh bien, évidemment, le CEA ne les traitait pas de la même façon. Je dirais d'une façon plus générale. C'est très grave ce que vous êtes en train de nous dire quand même. Et pour faire comprendre, pour me faire mieux comprendre, la direction des applications militaires au commissariat à l'énergie atomique, quand j'étais ministre, pendant les 9 ans où j'étais ministre, était considérée au CEA comme un corps étranger. Et par conséquent, le CEA avait pas de très bon rapport avec la direction des applications militaires. Alors vous en parlez là ce soir avec un demi-sourire, mais sur le moment vous étiez extrêmement choqué de cette différence de traitement. J'étais tellement choqué qu'en 1969, j'ai demandé au général de Gaulle de dissoudre ce commissariat à l'énergie atomique. Réponse du général? Le général m'a dit qu'il allait réfléchir, et 8 jours après, il m'a répondu non, parce que le commissariat, à ses yeux, n'avait pas terminé son travail en ce qui concerne l'armement nucléaire, et le général avait raison. Mais alors, est-ce que vous comprenez bien qu'on a un petit peu du mal à croire qu'effectivement, les militaires, notamment ceux qui ont été envoyés sur le point zéro, on peut peut-être pas dire le mot cobaye véritablement, mais enfin, on a pris énormément de risques avec eux, de fait. Il faut dire, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Il faut savoir que si certains militaires ont été engagés justement, en particulier des aviateurs pour traverser les nuages atomiques, pour faire des prélèvements. À l'époque, les Américains faisaient exactement la même chose, les Russes en faisaient beaucoup plus, et naturellement les militaires français ont copié les Américains et les Russes. Alors, Marcel Jurien de la Gravière, vous êtes délégué à la sûreté nucléaire pour la défense, vous êtes expert auprès du gouvernement concernant les risques nucléaires. Avec 40 ans de recul, est-ce qu'il est encore aujourd'hui raisonnable, quand on entend ces témoignages, de dire que les maladies développées par les vétérans ne sont pas dues aux irradiations, quand on voit les cas qu'on a vus dans ce reportage? Je crois que je ne répondrai pas en vous disant c'est raisonnable ou pas, je reprendrai volontiers ce qu'a dit Pierre Messmer, c'est du cas par cas. Ce que je veux dire, c'est que dès le début des essais nucléaires, tout ce qui concernait la radioprotection, donc les procédures pour protéger les personnels, étaient établies. Il y avait une réflexion avant d'agir. On savait ce qu'il fallait faire. Donc on prévoyait, on mettait en place des procédures et il y avait une discipline. Je peux vous garantir que sur tous les sites d'expérimentation, il y avait une discipline. D'ailleurs, c'était les militaires. Pas toujours, apparemment. C'était les militaires. Et je peux vous dire que même en plein désert, pour accéder au champ de tir, il y avait un poste de garde équipé à la fois de militaires et de gendarmes. Et vous n'y rentriez pas n'importe comment. Donc ça, je crois qu'il faut le dire. Ceci dit, et je m'incline avec respect, madame, devant vous, et je dis, il y a eu des accidents
il y a eu des incidents, mais je crois que nous connaissons la dosimétrie. Et moi, j'insiste bien, et je vous donnerai également un autre élément après, j'insiste bien, je crois que toute personne concernée par, je dirais, une maladie et qui souhaite être éclairée sur l'origine de la maladie, ou, madame, être éclairée sur la maladie qui a entraîné le décès de son conjoint, je crois qu'il faut écrire ou au CEA ou aux armées en demandant à avoir l'accès à ce dossier de dosimétrie et au dossier médical. Alors, vous êtes en train de mener une mission qui est extrêmement intéressante et je pense qu'elle va vous intéresser aussi, Madame Léculé, parce que c'est un petit peu nouveau. Depuis un an, vous êtes en train, en fait, justement de faire du cas par cas, de reprendre tous les dossiers. Vous allez bientôt présenter un rapport le 13 janvier prochain. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il va nous permettre de découvrir? Alors, juste un petit mot de contexte, parce que je crois que c'est peut-être pas bien connu. Je rappelle que le président de la République est allé en Polynésie en juillet 2003 et qu'il a pris devant les associations qui regroupe ce que nous appelons aujourd'hui les vétérans ou les anciens des essais, il a pris l'engagement de créer un comité de suivi sanitaire. Que vous dirigez. Et ce comité aujourd'hui, il existe, il est créé, il s'est réuni. Et nous avons lancé 2 axes de travail pour l'année 2004, un axe sur cancer et je dirais nos radioéléments et nos radiations sur les sites d'essai, mais que cela. D'accord, donc ça c'est rapport de cause à effet entre ces cancers et l'exposition à la radiation. Réanalyse de toutes les données, donc toutes les données individuelles dont nous disposons ou au CEA ou à la Défense, dans le service central de santé des armées, et nous allons regarder, quand je dis nous, je vais vous dire qui c'est nous. Nous allons regarder la relation entre cause et effet et les personnes, et j'ai refusé, j'ai même dit je ne le ferai pas si je n'ai pas des experts autres que ceux que nous avons d'habitude. Donc nous avons été chercher... Des experts indépendants? Des experts indépendants. L'Institut européen de génomutation, nous avons le Centre international du cancer de Lyon, etc. On a vérifié tout ça, effectivement, a priori ce sont plutôt des experts indépendants. Abraham Béard, vous qui travaillez sur ces dossiers depuis longtemps, est-ce que ça vous convient, effectivement? Est-ce que vous avez le sentiment que pour la première fois, on répond enfin à une attente? Écoutez, ou est-ce que vous avez des critiques à formuler? Non, on ne peut être que très content qu'il y ait enfin un pas en avant dans ce domaine. Ça va de soi. Enfin. Et je trouve que c'est une excellente initiative. Mais ça soulève d'autres problèmes. Dans un certain nombre de dossiers, les résultats des dosimétries qui étaient tout de même très approximatifs dans cette période-là, parce que tout de même, on sait mieux faire maintenant pour détecter la qualité des rayonnements et des quantités réelles. Mais peu importe, on s'aperçoit que dans un certain nombre de dossiers, ça n'a pas été colligé. Et donc on se trouve devant des situations, ça a été le cas en particulier, je vais vous dire, pour l'adjudant Muller, ce qui a fait que le tribunal a tout de même reconnu qu'il y avait eu un accident nucléaire, c'est grâce à Monsieur le Premier ministre qui a écrit un livre sur ce sujet, et à Yves Rocard du CEA qui avait aussi écrit pour raconter les choses. Sinon, vous êtes en train de nous dire que la dosimétrie, c'est pas la Bible, et qu'il faut pouvoir regarder un dossier médical dans son ensemble, y compris aujourd'hui, pour pouvoir voir s'il y a une relation de cause. Avec une nuance, c'est-à-dire que je dirais qu'une dosimétrie bien faite pourrait être la Bible, mais malheureusement, je trouve qu'à l'époque, il y a beaucoup à dire, et deuxièmement, quand elle a été faite, dans quelques dossiers, ça n'a pas été colligé de façon précise. Et donc, dans votre enquête, je pense que c'est important d'en tenir compte. Alors, est-ce que vous comprenez, même si ça ne s'adresse pas forcément à vous directement, qu'on puisse être surpris quand on aborde ce dossier, nous, en tant que journalistes, qu'enquêteurs, que ça n'arrive que maintenant? On a l'impression, parfois, pratiquement, qu'on attend que ces vétérans meurent pour finalement s'attaquer véritablement au dossier. Je connais l'ensemble, si vous voulez, des doses qui ont été reçues par les différentes personnes, et au Sahara et en Polynésie. Alors, je vais probablement avoir un différend avec le docteur Béard sur ce qu'on appelle des faibles doses, mais pour moi, si vous voulez, avec les éléments que j'ai aujourd'hui, il y a eu des accidents avec des fortes doses, mais ce ne sont pas les doses, si vous voulez, où on peut démontrer de façon absolument certaine qu'elles induisent à elles seules un cancer. Très franchement, pour Reagan, c'était il y a 40 ans, pour Mururoa, il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, et on ne s'attaque véritablement aujourd'hui au dossier que maintenant vous en êtes en charge et vous commencez à ouvrir ces dossiers. Franchement, M. Messmer, c'est un peu tard, non? Mais non, ça ne me paraît pas trop tard, puisque, comme vous l'avez vu, dès qu'il y avait des problèmes de santé à la suite d'un tir qui avait été mal contenu, en réalité, il y en a eu très peu.
D'accident, oui. D'accident, il y en a eu un seul, celui dont j'ai parlé. Beryl. Des incidents, il y en a eu quelques-uns, mais accidents, il y en a eu un seul. Non, mais accident d'accord, mais on va dire qu'il manque de protection, il y en a eu. Qu'une partie importante des personnes qui avaient été très irradiées en même temps que moi a été immédiatement hospitalisée à Percy. Oui. Alors, me dites pas qu'on ne s'en occupait pas. Non, moi je vous parle aujourd'hui, et là on va aussi en parler avec Madame Léculé, parce qu'elle est mieux placée que personne pour parler de ce genre de dossier. Moi je pense plutôt aux gens qui ont eu des conditions d'exposition aux radiations en raison de mauvaise protection. On ne parle pas d'accident nucléaire là, on parle de gens qui ont travaillé comme le mari de Madame Léculé pendant 30 mois, ou pas de protection du tout. Donc on parle de ces gens-là. Là je répète que le commissariat a en effet été très imprudent. Négligent vis-à-vis des militaires? Je dis imprudent. Mais vous pensez négligent? C'est vous qui le dites. Madame Léculé, on voit dans ce reportage qu'en fait les gens qui travaillaient, et je voudrais savoir si votre mari était dans le même cas, n'avaient pas forcément conscience des risques qu'ils prenaient. Jamais, jamais. Il était, déjà avant son départ, moi j'attendais mon 4e enfant. J'étais enceinte du 4e, je n'avais que 24 ans. On avait déjà entendu parler des premiers essais. J'ai dit, mais tu es sûr qu'il y a... Mais tu parles. C'est-à-dire que vous en aviez plus conscience que lui? Oui, parce que, vous savez, de par mon accent, vous avez vu, je suis d'Algérie, donc un peu plus près du Sahara, donc un peu plus concernée. Et puis, il m'a dit, mais non, ça va pas. Je dis, je veux qu'on me le garantisse. Il me dit, mais je suis... Et c'est ce que je dis, c'était quand même pas... C'était pour avoir 30, je ne le cacherai pas, c'était pour une question matérielle. Je venais d'héberger toute ma famille. Nous vivions à 17 personnes sur une paye de sergent. Toute ma famille rapatriée. Et 30% de plus sur sa petite solde de sergent-chef. Mais enfin, ça nous a... C'était dans ce but-là qu'il a fait. Bon. Sans protection aucune? Et sans protection aucune. Il travaille dans le ça m'a été dit sur place à l'hôpital Percy quand on m'a dit qu'il n'avait pas de... Parce que je voulais savoir. Moi, mon mari, je ne vais pas parler du tir Beryl ou autre. Pas. Mon mari, il n'y était pas. Il était là, sur les 13 essais souterrains, il a été présent pendant 7 essais. Bon, je soupçonne quand même qu'il se soit passé quelque chose, je vais vous dire pourquoi. Il est parti fin avril 63. Oui. Comme toutes les femmes de militaires, je lui dis alors à quand la prochaine permission? Il me dit pardi, à la naissance de l'enfant. Cet enfant est né le 20 octobre 63. J'envoie un télégramme. Il ne me répond pas, il ne vient pas. Il n'a jamais eu de permission pour la naissance de votre enfant. J'envoie un second télégramme, il ne vient pas. Donc je me décide à l'envoyer au chef de corps. Pour des motifs de service, le sergent-chef Léculé ne peut se rendre en métropole. C'est 2 mois après qu'il est venu. Alors, y a-t-il une relation? N'y en a-t-il pas? En tous les cas, il y a des questions. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé après. C'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, que je disais que peut-être ces militaires ont été ignorés ou maltraités. Votre mari rentre après 30 mois de service. Il a 32 ans. Il est atteint d'un cancer de la moelle osseuse. Il aura 8 pathologies en tout, donc c'est très grave. Imputable au service, les 8. Et vous vous sentez en plus abandonné de tous parce que l'armée ne veut plus de lui. Ah, tout à fait. Je crois que de tout, c'est ce qui me fait le... Non, il était sous-officier, sous contrat renouvelable. Alors, quelques mois avant, son contrat arrivait à terme, on lui signe leur engagement à Reagan, et il était apte. Et après, quand on a vu le médecin militaire qui le soignait à Percy demande à son chef de corps de lui réserver un emploi sédentaire et d'être assez large. Ils ont été tellement larges qu'on l'a obligé à prendre sa retraite à 32 ans. Et là, tout s'écroule pour lui. Il est malade et tout s'écroule pour lui parce qu'il se sent 32 ans, plus de travail, il a perdu son autonomie, il ne peut pas s'occuper de ses 4 enfants, c'est sa jeune femme qui est obligée de prendre le relais et il a perdu sa virilité. C'est beaucoup pour un homme de 32 ans, vous ne croyez pas? Il s'est senti abandonné. La France l'a laissé tomber, nous a laissé tomber. Et ce qui est important, on revient dessus parce qu'on l'entend bien dans le reportage, c'est qu'à ce moment-là, le colonel que vous rencontrez, sa seule préoccupation, c'est secret militaire. Absolument.
Absolument, j'étais désespérée et tout le monde a toujours dit, et j'y croyais jusque-là, que l'armée est une grande famille. Désespérée avec ces 4 petits qui m'observaient, un papa inexistant maintenant. Le colonel me convoque, le lieutenant-colonel Torse du 34e régiment du génie à Sarrebourg. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai dit, mais bien sûr, lui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Vous racontiez un petit peu dans le reportage, et puis pas du tout. On vous dit surtout ne parlez pas. Vous auriez dû venir me voir. Je suis allée vous voir, monsieur, à la mairie, de... Je l'ai vu il y a très longtemps à la mairie de Sarrebourg. Et que vous avez dit, monsieur Mesmer, quand vous êtes venu lui demander de l'aide? J'étais plus ministre à ce moment-là. Non, mais vous étiez le député maire de Sarrebourg. Eh bien, j'ai été lui demander un service, c'est-à-dire de me fournir. Mais là, franchement, il fallait que je sois innocente à l'époque. J'ai demandé à monsieur Mesmer s'il pouvait me donner les preuves de ce que on venait de me dire à l'hôpital Percy, votre mari était que bien mon mari mort avait été irradié, qu'il avait été irradié, il n'était pas mort encore. Et M. Mesmer m'a regardé en souriant sans donner suite à ma demande. Pour une raison très simple, j'étais plus ministre, j'avais plus accès au dossier médical. Eh oui. Quand vous entendez aujourd'hui Madame Léculé et surtout sa fille dire que la moindre des choses serait de reconnaître que Monsieur Léculé, le sergent Léculé, est mort pour la France, est-ce que vous comprenez cette requête? Oui, moi je le comprends très bien, mais ça suppose, il ne faut pas l'oublier, une modification de la loi. Parce que à l'heure actuelle, seuls peuvent être déclarés morts pour la France des militaires qui sont tués en temps de guerre. Et n'étions plus en guerre. Modification et ça suppose, qui est nécessaire d'après vous. Ça supposerait que la loi ouvre cette qualité, si l'on peut dire à titre posthume, à d'autres qu'à ceux qui sont morts en temps de guerre. Et vous qu'à l'heure actuelle, cette mention mort pour la France est absolument réservée aux morts en temps de guerre. Mais vous seriez d'accord pour qu'on l'ouvre? Oui, à condition que, je le répète, qu'il y ait une loi qui le fasse. Bien sûr, j'imagine. Ça ne peut y avoir qu'une loi. 1966, 4 ans après les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie, c'est en Polynésie que se poursuit l'aventure nucléaire française. Pour le général de Gaulle, la bombade ne suffit pas. Pour tenir son rang et faire entendre sa voix à la table des grandes nations, il faut absolument à la France la bombe thermonucléaire, la bombe H. Là encore, cette course à l'armement atomique va parfois se faire au détriment de la santé des militaires ou des civils qui ne voyaient de la Polynésie que l'image du paradis. Dans l'avion du général de Gaulle, de retour de Phnom Penh, en approche sur Tahiti. La perte de l'Algérie a conduit la France à déménager son centre d'expérimentation nucléaire dans l'une de ses dernières colonies, la Polynésie française. Avec ce voyage surprise à Tahiti, le général de Gaulle vient dire merci aux habitants de la Polynésie qui cédèrent à la France, 2 ans plus tôt, 2 atolls perdus du Pacifique Sud. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend. Votre avenir, il peut être magnifique. En contrepartie de l'installation du centre d'expérimentation nucléaire dans le Pacifique, la Polynésie reçoit subsides, infrastructures et tourisme de masse. Un atomiste de passage filme avec curiosité la danse de ces jeunes femmes. L'histoire que nous allons vous raconter se passe au milieu du Pacifique Sud, à 24 000 km de Paris. L'organisation atomique est très simple. Ao, base arrière, Fangatofa, Mururoa, Chantilly. 2 îles paradisiaques offertes à l'enfer thermonucléaire. Voici Mururoa. Au total, la France effectuera 193 essais atomiques dans cette région perdue. Voici la Force Alpha, une véritable armada. Le De Grasse est le navire amiral. En tout, 80 000 hommes participent aux opérations. L'histoire commence en 1966 par des explosions sur barge à l'extrémité nord-ouest du lagon, point zéro d'Indon ou Denise. Cette année-là,
Pierre-Henri Bouffard, officier marinier, est affecté au service mixte de sécurité radiologique. Nom de code, le SMSR. 40 ans plus tard, Pierre-Henri Bouffard a de l'uranium dans le sang. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les films? On va regarder les films d'abord. On regarde celui-là? Bah oui. Bon, on va éteindre la lumière. Voilà l'explosion du bombe thermonucléaire. Ça fait un beau petit soleil. Alors faut pas me dire qu'on est à des milliers de kilomètres, hein, parce que... Vous êtes à quelle distance là? Voilà, 25 km à peu près, grosso modo, là. 25-30. Ça fait une belle tête de mort, quoi. Hein. Alors, dessous, c'était propre. C'est là que, là c'est pas possible. Ou alors Hiroshima et Nagasaki n'ont pas existé. Hein. On peut allumer. Vous avez une bombe thermonucléaire. Alors, vous n'allez pas me dire que quand une bombe pète là-dessus, que c'est propre en dessous. Non, mais enfin, faut être naze qu'on peut dire ça, hein. C'est vrai, hein, parce que, alors moi mes laboratoires étaient, le ponton il doit être là, mes laboratoires étaient par là moi. Mais tout ça c'est la zone vie. Mais le plus fort, c'est qu'il y avait un bouilleur, et le bouilleur, on pompait l'eau de mer pour avoir de l'eau douce, pour la consommation, pour la cuisine, pour la consommation des gens. Alors ça, c'était de l'eau de mer qui était en permanence sous rayonnement, on est bien d'accord. On pompait là, on pompait d'un bouilleur qui était sous la bombe, qui était irradié, et on va me dire après qu'on sortait de l'eau propre. Ben dis donc, on est fort. Hein. Après les tirs, le service de contrôle envoie des pêcheurs tahitiens prélever des poissons autour du point zéro. Celui-ci travaille avec Pierre-Henri Bouffard qui le filme avec sa caméra 8 mm. Donc là on disséquait, et puis enfin moi je disséquais. Principalement le foie et tout ce qui est viscère, parce que la radioactivité se concentrait là-dedans. En ce qui concerne surtout l'uranium, on trouvait l'américium, et puis voilà. Les résultats de ces mesures n'ont jamais été rendus publics. C'est pas anodin le nucléaire. Hein. Bon, vous pouvez tuer quelqu'un avec du nucléaire, il n'y a pas de problème. Hein. En 1966, Gérard Martin dirige le service de radioprotection de Mururoa. Le tout, c'est de faire les choses bien. Vous pouvez aussi faire du trapèze volant, il faut le faire bien. Hein. Et dans le cas d'une bombe atomique, par exemple en 1966 à Mururoa, les tirs sur barge, ça veut dire quoi, faire les choses bien? Le tir sur barge, ça veut dire que vous allez englober dans la boule de feu beaucoup de camelotes lourdes. Bon. Cette camelote lourde, elle a un inconvénient, c'est qu'elle vous rabat la radioactivité tout de suite sur le nez. Donc, ça va retomber tout de suite. Donc ça fait ce qu'on appelle les retombées lourdes, des retombées proches. Et ces retombées, la radioactivité, elle n'a pas le temps de décroître. Vous savez que ça décroît, quand le temps se multiplie par 7, ça prend un facteur 10. C'est-à-dire... Là, tout est contaminé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une radioactivité élevée. Gérard Martin reconnaît donc que les tirs sur barge ont entraîné des retombées lourdes. Il relativise en revanche les conséquences sanitaires des tirs thermonucléaires, pourtant 1000 fois plus puissants. Motif, la bombe explose désormais en altitude, accrochée sous le ventre d'un ballon gonflé à l'hélium. Et les courants ascendants entraînent les particules radioactives jusque dans la lointaine stratosphère. L'onde de choc se réfléchit sur le lagon, rebondit et pousse la boule de feu. C'est-à-dire que votre boule de feu, elle est plate vers le bas. Et à ce moment-là, tout monte et vous n'avez pas de produit lourd. Et vous partez, quand vous êtes au-dessus de 100 kT, vous partez dans la stratosphère. Et là, vous avez des temps de résidence de 1 à 2 ans. Bon, vos produits, ils ont le temps de décroître allègrement. Donc le paradoxe c'est difficile à comprendre pour, je dirais, l'homme de la rue peut-être, c'est de dire, les mégatoniques, qui sont les tirs les plus puissants qu'on ait pu faire, des millions de tonnes d'équivalent chimique, hein, des millions de tonnes de TNT, c'est quand même quelque chose, eh bien là, il n'y a pas de radioactivité. Ces photos ont été prises le 3 août 1968. Aux abords du champ de tir, le porte-avions Clémenceau entame la manœuvre. À sa tête, le capitaine de vaisseau Antoine Sanguinetti. Nom de code de la bombe, Pollux. Puissance 150 kilotonnes. Quelques minutes après le tir, des avions de chasse décollent du porte-avions.
Moi, j'envoie dedans tous mes avions et tous mes hélicoptères et mes équipages. Choqué par l'attitude de l'état-major face au cas d'irradiation, Antoine Sanguinetti a quitté l'armée au début des années 80. Pour prendre des mesures, pour faire des prélèvements de gaz radioactifs. Les pilotes de chasse envoyés vers le nuage sont convaincus à l'époque qu'ils ne risquent rien. Nous décollons environ 1 heure avant l'explosion nucléaire, de façon à être sur les lieux au moment où la bombe explose. Mais il n'y a pas de danger pour vous, pour vos yeux? Il n'y a absolument aucun danger, parce que 3 minutes avant l'explosion, nous fermons nos rideaux anti-flash, ce qui fait que nous sommes absolument dans le noir, et nous ne voyons pas du tout le flash lumineux. Quand ils ramènent à bord tous leurs échantillons, alors là, il y a tout le monde, y compris les appelés qui font le pont d'envol, qui poussent les avions, etc. Bon. Et à bord, il y a des précautions? Qu'est-ce qu'il y a comme précaution? On a des avions qui reviennent chargés de merde, quoi. Après avoir traversé le nuage, les vautours de l'escadron noir, comme on les appelle, font route vers AO, la base logistique arrière, pour y être décontaminés. Les décontaminateurs qui travaillent sur cet avion se savent protéger des particules radioactives par leur combinaison spéciale. Mais la mousse à récurer s'écoule vers le lagon en même temps que les eaux usées. Et voici ce que constate un appelé du contingent qui jouait au football sur le rivage d'en face. On jouait au foot à quelques dizaines de mètres quand ils décontaminaient ces avions. Et puis c'était quand même étonnant pour nous de voir que les gars, les militaires étaient en combinaison complètement étanche, mais très sophistiqués. Sauf que les eaux étaient emportées vers le lagon où on se baignait. On jouait à proximité et on s'est retrouvé avec des paquets de mousse contaminés donc, sur la figure. Il pense aujourd'hui que ces problèmes de santé sont peut-être liés à ces eaux usées. Pourquoi vous êtes obligé de boire? Eh bien, parce que tout simplement, je n'ai plus, mes glandes salivaires sont HS suite à l'intervention donc de la tumeur de la langue et je n'ai plus de salive. Mais en quoi une tumeur de la langue peut-elle être imputable à votre séjour Dans la mesure où vous avez ingéré une poussière radioactive. Au niveau digestif, ça peut vous créer un cancer, c'est bien connu. Au niveau pulmonaire, idem. Et si vous avez dans le sang, c'est que ça a traversé les poumons qui font office de filtre. Et donc, vous en avez pris un maximum. Comment faire le lien entre l'exposition d'hier et la maladie d'aujourd'hui? Francis Garnier était de l'autre côté du lagon. C'était un décontaminateur, un civil, un sous-traitant du commissariat à l'énergie atomique. Son dossier médical conserve la trace de ses multiples interventions en zone radioactive. Contamination Muru, récupération morceaux de ballons contaminés fin juillet, tir de Nice foiré. Les doses reçues par Francis Garnier, par exemple lors de la récupération des débris du ballon sous lequel était accrochée la bombe, ces doses donc sont-elles à l'origine du cancer qui l'a emporté? Alors ça c'était les prises de sang, des examens, des prises de sang. Fiche de risque. Il est tombé malade. Déjà on a opéré une première fois en 78, on a opéré une deuxième fois en 80. En 80 on a enlevé les 2/3 de l'estomac. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas que l'on nous dit pas, et j'aimerais savoir la vérité sur ce qui s'est passé là-bas. Je ne suis pas anti-nucléaire. Je veux bien qu'on le sache, parce que le nucléaire, il en faut dans la médecine, il en faut dans les énergies, il en faut pas. Mais ce que je veux savoir, je veux du nucléaire propre, et je pense que aussi bien au Sahara qu'en Polynésie, il n'a pas été propre. Ce risque. Les acteurs de notre histoire avaient-ils bien conscience du risque radioactif? Ne pas être conscient. Je pense qu'il était conscient, mais il n'en parlait jamais. Jean-Louis Camusat, par exemple, appelé du contingent au moment des faits, affecté comme coiffeur sur l'un des bâtiments bases de la Force Alpha, la Maurienne.
J'avais 20 ans, je partais à l'aventure. Tahiti, pour moi, c'était le grand voyage. C'était, entre guillemets, le club méditerranéen. Alors ça, c'est le flash. La seule consigne qu'on avait, c'était qu'au moment du flash, donc on devait tous avoir la tête dans le bras pour éviter de voir le flash et éviter les problèmes de rétine. Mais bon, les trois quarts, on se retournait, on voulait voir le spectacle. Quelques heures après un tir, l'armada rentre à Mururoa. Pour les appeler, premier bain dans le lagon après l'explosion. Pour Jean-Louis Camusat, le service militaire, c'était ça. 4, 3, 2, 1, feu! Dans ce décor paradisiaque, la France a procédé à 46 tirs atmosphériques au-dessus de Mururoa et de Fangatofa. D'un bout à l'autre de notre histoire, les légionnaires qui œuvrent à Mururoa, eux non plus, ne semblent pas avoir été clairement informés du risque radioactif. Norbert Lebourg, par exemple. 2 ans à Mururoa. Il s'engage dans la Légion avec ses 5 frères, spécialité artificier. Entre 2 missions, le sergent Lebourg dirige l'un des chantiers de la base atomique. Aller au combat, moi, comme je dis, j'ai sauté sur Colvézi, aller au combat, c'est mon boulot. J'y vais, en connaissance de cause, je peux y rester ou laisser ma peau, mais comme disent, va travailler sur un chantier, je vais travailler sur un chantier, que je sois génie ou que je fasse péter un aéroport ou que je fasse péter un platier, je fais péter. Pour moi, le travail est le même, je fais ce qu'on me dit, quoi. Hein. Il nous affirme que les hommes de son groupe ignoraient tout du risque de contamination, même lorsqu'il s'agissait de déménager des ferrailles vers des containers spéciaux. On n'avait pas de protection. Vous aviez des films dosimétriques, des choses comme ça? Rien du tout. Et on se promenait au milieu de ces morceaux de ferraille et on nous faisait prendre ces morceaux de ferraille pour les mettre dans des containers spéciaux entre midi et 2 heures quand il n'y avait plus un civil dehors. Que tout le monde était parti manger à droite à gauche. Là, on s'est dit, il y a quelque chose. Le sergent Lebourg affirme que ni lui ni ses hommes n'ont reçu d'instructions précises en matière de radioprotection. Ni Tahitien qui travaillait sur mon chantier ou de ma compagnie, jusqu'au grade de sergent, ça j'en suis sûr et certain, n'a vu ces dossiers. Aucun de ces hommes n'était donc au courant des risques? Personne. Ce dossier concerne les normes d'exposition. Ça, ce sont des dossiers d'époque que j'ai... Il est en principe distribué à tous les employés du nucléaire. Vous pouvez regarder, c'est sûrement signé quelque part. Mais ce n'est qu'à la fin de son service que Norbert Lebourg a eu connaissance de son existence. Ce légionnaire en mission à Mururoa a-t-il été délibérément maintenu dans l'ignorance du risque de contamination? Voilà le groupe extraction que j'ai eu au début sur Mururoa. Aujourd'hui, Norbert Lebourg tient la comptabilité de ses camarades de Légion prématurément disparus. Ah ben, déjà mon frère, un de mes frères aînés, mon autre frère a eu un cancer, et puis j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai eu des échos qui sont décédés. LDG, le laboratoire de détection géosismique par exemple, était parfaitement conscient des dangers. Bernard Ista était l'un d'entre eux. Il a participé à toutes les campagnes d'essai de 1960 à 1991. Le voici installant un sismographe au large de Hao en 1967. En 1991, il apprend qu'il est atteint d'un cancer.
Il était à bord des avions, il était à bord des hélicoptères, il était à bord des bateaux, et il a sillonné ce territoire polynésien partout pendant les campagnes de tir. Oui, c'est-à-dire avant, pendant et après. Il a également été à bord des bateaux-bases qui étaient sur Muru. Quand ils ont posé des appareils, il était sur les bateaux-bases. Bon, tout le monde sait que les bateaux-bases étaient dans le lagon, sortaient pour les tirs et revenaient dans le lagon. Tout le monde le sait, ça. Pour le service de santé du commissariat à l'énergie atomique, le cancer de Bernard Ista, décédé en 1999, n'est pas imputable au service. Enfin, moi, c'est surtout cette absence de clarté dans tout ce qui se fait, parce que, bon, je sais pas, le rapprochement est peut-être pas très juste, mais on a eu le sang contaminé, on a eu l'amiante, on a eu tout ça, et puis alors c'est toujours le petit bonhomme là qui fait son travail dans son coin consciencieusement, etc., qui écope et à long terme on peut nous faire tout avaler, et sans précaution, parce que c'est l'État. Et moi ça c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. Les essais nucléaires français ont pris fin en 1995, après une ultime campagne de tir souterrain. Derrière les souvenirs en Super 8 et les images paradisiaques de Mururoa, comme dans ce catalogue du ministère de la Défense par exemple, il reste une réalité sanitaire encore largement couverte par le secret militaire.